c'est un grand bâtisseur. Donc il va faire des murailles autour de Liège, mais vous dites aussi qu'il va faire une muraille spirituelle. Oui, c'est-à-dire, oui. D'abord, il a les moyens, effectivement, de construire la muraille autour de Liège, qui est une muraille, il faut insister sur le fait, qui est à l'époque une muraille de pierre. Or, il faut savoir qu'à l'époque, à cette époque-là, généralement, les murailles sont des murailles de terre, renforcées par des palissades de bois. Donc, construire une muraille de pierre autour d'une ville à cette époque-là, c'est tout à fait exceptionnel, tout à fait remarquable. C'est vous dire les moyens dont il pouvait disposer. Mais il y a aussi peut-être une explication à ça, c'est qu'il y avait, pas très loin de Liège, aussi une forteresse qui comportait aussi une église d'ailleurs, et qui était une menace pour Liège et qu'on va finir par détruire, c'est Chèvremont. C'est Chèvremont. Or Chèvremont, justement, était une forteresse de très grande dimension, de très grande ampleur, qui était entourée aussi par une muraille de pierre, qui est tout à fait exceptionnelle pour l'époque, et qui s'explique par le fait que Chèvremont était une forteresse royale, c'était construite par quelqu'un qui avait les moyens, donc le souverain lui-même. Et il semblerait, c'est une hypothèse que je propose, que Notger ait utilisé la forteresse de Chèvremont détruite comme carrière pour, bien entendu, y trouver tous les matériaux, les pierres déjà taillées, etc., qui auraient servi à construire la muraille de Liège, de même qu'une série d'édifices. Parce que vous parlez effectivement d'une double muraille, d'une muraille de pierre, mais aussi une muraille spirituelle. En effet, au même moment, Notger va parachever, fonder toute une série d'églises dans la cité de Liège qui vont jouer en quelque sorte le rôle de rempart spirituel dans cette ville qui devient une sorte de sanctuaire assez Nouvelle-Jérusalem, une nouvelle Rome. C'est un peu le but, Nouvelle Rome. Hein. Il y a des ambitions, Nouvelle Rome, Nouvelle-Jérusalem, avec des lieux effectivement symboliques. Évidemment, par exemple, la collégiale de Saint-Paul, qui est l'actuelle cathédrale de Liège, la collégiale de Saint-Paul évoque la Saint-Paul hors les murs de Rome, et ainsi de suite. Voilà. Donc toutes ces églises, qui sont ramassées sur un espace relativement réduit, contribuent au prestige de la nouvelle cité qu'il va véritablement refonder. Avec la cathédrale, bien entendu, le bâtiment principal, la cathédrale va être reconstruite dans la vallée. Et puis, il y a aussi son église, en quelque sorte, Saint-Jean l'Évangéliste. Son église préférée, effectivement, c'est Saint-Jean l'Évangéliste. Alors, ce qui est intéressant, en ce qui concerne cette église Saint-Jean l'Évangéliste, c'est qu'elle a été conçue à l'image de l'église d'Aix-la-Chapelle. Justement, l'église Notre-Dame, Sainte-Marie d'Aix-la-Chapelle, l'église fondée, bien sûr, et construite par Charlemagne. En effet, Saint-Jean est construite selon ce qu'on appelle un plan central, ou plus exactement un plan, plus précisément un plan octogonal. Et d'ailleurs, dans la reconstruction que nous connaissons aujourd'hui, qui est une reconstruction du XVIIIe siècle, on a respecté ce plan octogonal de l'église primitive de Notger. Il faut savoir qu'à l'époque où nous sommes, construire une église sur un plan octogonal est hautement symbolique. C'est construire en effet la nouvelle église Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, bien sûr, sur les bords de la Meuse. Et cette église est d'autant plus importante aux yeux de Notger qu'il va la choisir comme sépulture. D'ailleurs, c'est là, quelque part, dans les fondements de cette église, que se trouvent de nos jours encore, pour autant qu'il ne soit pas réduit complètement en poussière, les restes de Notger. Et qu'il va bien doter en reliques. C'est quand même un aspect fondamental des choses. Oui. Il faut qu'on amène des gens. Il faut qu'on amène des gens, il faut des reliques. C'est un aspect de la question auquel on n'a pas attaché l'importance nécessaire. Et M. Georges, qui est l'actuel conservateur du trésor de la cathédrale de Liège, a toujours insisté sur ce fait. Il a joué un rôle très important en mettant en évidence l'importance de ces reliques. Tous ces gens du Moyen-Âge, et même en partie de l'époque moderne, sont littéralement fous de reliques. La relique, donc, vous donne une importance considérable, et la multiplication des reliques à Liège même donne à la ville de Liège, bien entendu, un prestige insoupçonné, incontestable. Oui, c'est une valeur touristique considérable. Absolument. Il fait des collégiales, autrement dit, il fait des places pour les chanoines. Il y a beaucoup de chanoines à Liège, finalement. Oui, donc alors, ça aussi, je veux dire qu'on s'est dit, voilà, c'est un bénédictin, un moine, pourquoi s'intéresse-t-il tant aux chanoines? Alors, il y a de très belles formules de M. Hubert Sylvestre. Tout à fait, oui.
Oui. La différence entre un chanoine et un moine. Oui, pourquoi un évêque, même d'origine bénédictine, va-t-il choisir des chanoines pour peupler ces différentes églises? Parce que, dit-il, il a trouvé une très belle formule, et parce que, dit-il, les bénédictins, les moines sont épiscopuges, ils se réfugient dans le désert, dans la prière, de façon un peu égoïste, si j'ose dire, tandis que les chanoines, cette fois-ci, qui sont pas des moines, clergés séculiers, les chanoines, eux, comme dit très bien Sylvestre, ils sont épiscopètes. C'est une formule. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans le siècle, qui vivent en ville, et qui donc sont en mesure d'apporter à l'évêque tout le soutien, toute l'aide nécessaire du point de vue administratif, religieux, paroissial, etc., dont un évêque a besoin. Autrement dit, un moine est beaucoup moins utile à un évêque qu'un chanoine. Et Nodger, qui est moine, c'est très bien de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle il va donner la préférence, bien sûr, à ces chanoines qui sont si précieux et qui ont joué un rôle extrêmement important dans le développement des villes au Xe ou XIe siècle et même après. Oui, d'autant qu'il va les former un peu à l'image de ce qu'il a connu lui. Absolument. Et alors que fait Nodger? Il va créer, au fond, à Liège, à l'image de ce qu'il avait vécu lui-même, une sorte de Hofkapelle, de chapelle non plus impériale mais épiscopale. Et il va effectivement donc développer à Liège même des centres de formation, si j'ose dire, en vue de former des clercs qui vont lui être utiles à lui-même, à l'église de Liège, mais pour certains d'entre eux, pour les plus brillants, qui vont être utiles à l'Empire, puisque ces gens, à leur tour, vont devenir évêques à gauche ou à droite. Il y a toute une école donc, créée par Nodger et qui est le point de départ, finalement, de ces écoles de Liège qui vont connaître un rayonnement international dans le courant des Xe, XIe et ce jusqu'à la fin du XIIe siècle. Et qui peut même, à l'occasion, être un peu ascenseur social, si je me trompe. Absolument, absolument. Il faut savoir que parmi ces élèves, si j'ose dire, il y a des gens de conditions aristocratiques, bien entendu, mais il y a également des gens de conditions beaucoup plus modestes qui ont été repérés en raison de leur intelligence, et qui vont effectivement, formés par ces écoles, qui vont connaître une carrière ecclésiastique tout à fait remarquable. Tout à fait. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup voyagé, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer dans ces temps un peu reculés. Il est allé jusque pratiquement le sud de l'Italie. Il est allé bien entendu en Allemagne, puisque il était convoqué régulièrement par l'empereur. Il est allé faire un petit tour à Paris aussi. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même passé pas mal de temps sur les routes. Oui, tout à fait remarquable. Et alors, d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, les gens voyageaient beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais si quelqu'un voyage, c'est un voyageur par excellence, c'est le souverain, le roi ou l'empereur, que ce soit le roi de France. La cour est itinérante. On va de palais en palais, d'église en église, de cité épiscopale en cité épiscopale, d'abbaye en abbaye. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que faisaient donc les empereurs, les ottoniens. Et Nodger, à leur suite, bien entendu, a voyagé énormément. Il a voyagé dans toute l'Allemagne, dans toute la Germanie, mais également, comme vous l'avez constaté, dans pratiquement toute l'Italie, du moins l'Italie du Nord et l'Italie centrale. Contestablement. Et donc, ça renforce sa proximité avec le sommet du pouvoir, peut-on dire. Donc, c'est l'occasion aussi de recevoir quelques récompenses pour services rendus, etc. Enfin, je veux dire qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui s'installe. Absolument. Il est bon de vivre ainsi près du soleil. Et alors, dans la mesure où vous vous rendez un service, ce qui était obligatoire, un évêque en tant que tel doit rendre service à l'empereur, mais dans la mesure où vous le faites avec efficacité, avec même une certaine forme d'enthousiasme, ce qui fut le cas de Nodger, vous êtes nécessairement récompensé. Et on observe d'ailleurs, c'est assez caractéristique, que toute une série de privilèges ou de biens donc cédés à Nodger le sont après tel ou tel séjour en Italie ou tel séjour, par exemple, comme ambassadeur à la cour de France.